crées un article avec ChatGPT, Claude ou autre et qu'il te donne une source qui te dit X pourcentage de personnes utilisent l'IA pour créer du contenu. Une hallucination, c'est quand l'IA va te dire en fait j'ai inventé cette information. Ou ça te donne un lien mais vers un article, une source qui n'existe pas. Faire attention à l'usage de l'IA, ne pas tomber dans le piège de c'est l'IA qui est une vérité absolue. Non, l'IA c'est une intelligence qui est dite artificielle. Par chance, on est tous dotés plus ou moins bien d'une intelligence organique, c'est bien de s'en servir et que ça soit elle qui prenne le dessus sur l'IA. Bienvenue dans le podcast L'œil du Gemba. Ici, pas de théorie hors sol, nous parlons de réalité, de doutes et de décisions difficiles, d'amélioration continue et de ce qui fait au fond la qualité d'un leadership, la capacité à écouter et à comprendre et à progresser. Dans chaque épisode, je vais inviter une femme ou un homme qui construit, qui cherche et qui essaie. Bon bref, quelqu'un qui vit vraiment l'entreprise en allant sur le Gemba, c'est-à-dire sur le terrain. On va pas donner de leçons, on va pas raconter de success story parfaite, mais on cherche à partager la réalité, des moments qui piquent, ceux qui transforment vraiment et des apprentissages qui ouvrent les yeux. Alors installe-toi et n'oublie pas, tu as un Gemba de découvrir une idée cachée, une pépite, un insight et libérer ainsi le potentiel de croissance de ton entreprise. Bon bienvenue à tous pour un nouvel épisode. Je suis avec Sophie. Merci beaucoup Sophie d'avoir accepté mon invitation sur mon à toi. podcast. Et oui. Je suis vraiment ravi de t'accueillir dans mon podcast, mais chez toi, dans ton studio. J'avoue que ça me fait bizarre d'être de ce côté-là de la caméra pour cette fois. Donc c'est cool. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, Sophie accompagne Time to Gemba depuis quelques mois et on est chez toi. Et je trouvais ça hyper intéressant de raconter un peu ton histoire. Okay. Peut-être que Sophie, tu peux un peu te présenter et dire qui tu es, ce que tu fais. Alors moi, donc, j'ai fondé Isanka, il va y avoir 3 ans bientôt, après presque 10 ans de freelancing. Et donc on a la partie agence avec tout ce qui est social media et édito et la partie studio. Et du coup, les gens qui te suivent sur les réseaux voient un peu tout ce qu'on peut faire de ce côté-là. Moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est de parler de ton parcours. Et ce que j'aime chez toi, c'est ce côté basculement, freelance agence. Oui. On est sur un podcast où on a tendance à inviter des entrepreneuses qui ont mis l'apprentissage au cœur de leurs préoccupations. Oui. Et je pense qu'on a des choses à raconter sur cette transformation freelance agence. Oui. Ce qui va m'intéresser aussi, c'est... Il y a beaucoup de dirigeants qui nous suivent et les questions sur, oui, faut-il communiquer où, comment, combien. Vaste sujet. Combien d'argent faut mettre sur la table. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il faut s'adapter aux gens au terrain. Et il y a un truc aussi que j'aimerais aborder avec toi, c'est l'IA. L'IA, parce que l'IA transforme. Surtout dans mon secteur. Et on parle d'apprentissage, donc comment anticiper tout ça, etc. Et dernier point quand même, je sais que tu as lu des bouquins sur le lean, oui. à ton humble niveau, hein, donc tu fais tes premiers pas et c'est pas possible de faire autrement avec moi. Donc ça m'intéresse aussi d'avoir ton retour là-dessus. Ok. Peut-être sur la partie free, quelques années avant, donc c'est quoi le début de ton histoire alors ? Moi, le freelancing, c'est venu parce que je m'ennuyais sérieusement dans le salariat. Ok. Et moi, plus tu m'enfermes dans une case, plus je vais en sortir. Et tout bêtement, je jouais au basket et il y a une amie de mon club qui m'a dit « Si tu te lances en freelance, on te fait bosser. » Et je me suis dit « En fait, il n'y a pas trop de prise de risque, donc allez, on y va. » Et ça a commencé comme ça. Et à la base, moi, je faisais plutôt de la traduction parce que je parle 3 langues, vers le français. Donc ça a commencé comme ça. Puis après, on m'a confié de la localisation, pas de la traduction de site internet vers le français. Puis je me suis formée du coup au SEO. En fait, c'est la suite logique de l'évolution des métiers. Est-ce que tu peux juste dire ce que veut dire SEO pour les gens qui Pardon, c'est on sait tout jamais. Ce qui est, le SEO, en fait, c'est le référencement naturel. C'est comment tu fais ressortir ton site sur Google et maintenant aussi sur les IA. Ok, d'accord. Donc, tu es salarié, à un moment donné, tu en as marre. Oui. Et pour sortir de ce côté salariat, tu bascules en mode freelance. C'est ma crise de la trentaine. Ok, d'accord. Donc, on va aborder toutes les crises successives, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est ton podcast, c'est pas le mien. Donc, je partagerai pas mes crises à moi. Donc, ok, donc tu bascules freelance, ça se passe comment au début ? Est-ce qu'il y a des choses à apprendre ? Au début, en fait, c'est comme quand tu bascules en société, tu ne reçois pas le livret parfait de l'entrepreneur sans embûche, donc tu apprends sur le terrain. Et j'ai eu la chance que Manon, cette amie, me fasse travailler dès le début, me fasse confiance. Et elle savait que j'étais en train de sortir de la case salariat et me lancer. Donc du coup, elle m'a aussi à sa façon accompagnée aussi.
Et après, de suite, je me suis dit, ça va jamais tomber tout cuit. Donc, j'ai fait des événements, j'ai fait du réseautage. Et petit à petit, donc j'étais à Toulouse à l'époque, et petit à petit, j'ai été invitée à participer, et puis à animer des meet-up. Et donc, ça s'est fait comme ça, par le réseau en présentiel. Ok. Les premières compétences que tu dois apprendre et à développer quand tu bascules du salariat au freelancing? Il y a toute la partie administrative. Déjà, ça, tu le connais pas. C'est une grosse nébuleuse. Donc là, tu es très content d'aller dans un coworking et de trouver des copains freelance qui sont plus avancés et qui t'expliquent. Donc, c'est toute la partie, tout ce qui est lié à l'URSSAF, etc. D'accord. Tout ça, c'est une grosse nébuleuse. Et après, moi, je suis plutôt autonome et tout ça. Donc, sur la partie gestion de projet et compagnie, je me suis plutôt vite bien débrouillée, en fait. Ok, d'accord. Ça, c'était il y a combien de temps à peu près? C'était il y a un peu plus de 10 ans Un peu maintenant. plus de 10 ans. Aujourd'hui, 100K. Tu pourrais peut-être partager quelques chiffres, clients, projets, etc. Isanka, j'aime bien dire ça, on est un peu l'outsider des agences de com. On n'est pas l'agence de com, j'aime pas le terme agence de com parce que pour moi ça sonne poussiéreux. Et nous, on aime bien aller jouer avec les codes du digital et je voulais pas m'enfermer dans une case spécialisée SEO, etc. Parce qu'en fait, la force, c'est qu'on part du besoin client et on lui propose les solutions adaptées. On n'a pas de pack tout prêt, j'aime pas ça. Donc on personnalise à mort, on part vraiment du besoin client. Et du coup, c'est comme ça que j'en suis venue à proposer l'agence édito et l'audiovisuel et maintenant l'IA. Donc ça part toujours du besoin client, jamais d'offres toutes prêtes. Ok, d'accord. Et concrètement, vous êtes combien? Vous devez être. Dans l'équipe en interne, on est 3 Ok, pour l'instant. L'entreprise est jeune. Et après, je m'entoure aussi de freelance. Donc si on compte tout le monde, par contre, on est une quinzaine. ok, On parle au cumulé 6 langues différentes. Et on accompagne les entreprises qui sont déjà lancées, qui veulent atteindre de nouveaux marchés. Donc, aller explorer des nouveaux canaux de communication et pourquoi pas de nouvelles langues. Et aussi, comme parmi les freelances, j'ai des traducteurs natifs, on peut aussi bien accompagner une entreprise étrangère à venir sur le marché francophone. ok, d'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le moment de bascule. T'es salarié, tu bascules freelance. Et à quel moment tu te dis, ok, freelance, c'est bien, mais si je montais une agence? Et déjà, est-ce que c'est la même chose? Non, c'est clairement pas la même chose. L'agence, c'était il y a 3 ans maintenant. Des épisodes de la vie perso qui te font dire, bon, on va arrêter d'avoir peur, on va y aller. Et puis aussi, j'avais de plus en plus de demandes et toute seule, j'y arrivais pas. J'avais très peur, mais je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi. Et au pire, si ça marche pas, tu reviens en arrière, tu reviens freelance. C'est ça qui m'a permis un peu de rendre ce passage moins difficile et de me lancer en me posant le moins de questions possible. Ok, et là, depuis que tu es chef d'entreprise, alors est-ce que j'ai le droit de dire que. Alors, freelance, c'est une chef d'entreprise aussi? Tu te sens pareil, tu te sens Non, différente? différente. Qu'est-ce qui. Quand j'étais freelance, je travaillais certes avec des entreprises, avec des équipes, etc. Mais c'était mon organisation, un peu mon quotidien, mes règles. Je devais de compte qu'à moi-même et aux clients. Là, maintenant, il y a une équipe, il y a des locaux, il y a des... je trouve que c'est un gap complètement différent et ça, clairement, on n'est pas préparé. Et même si j'ai fait partie d'incubateurs, etc., je trouve que le shift, il est monstrueux. Et si tu n'es pas un minimum solide, je trouve que ça va vite de flancher. Et je le vois autour de moi, des personnes ont essayé de franchir ce cap et finalement reviennent en arrière. Qu'est-ce qui est dur pour celles et ceux qui nous écoutent, qui sont freelance ou qui commencent en mode agence? Ça serait quoi, toi, tes apprentissages et insights, enseignements que tu pourrais transmettre? Le premier, c'est le management. Ok, Parce que quand je travaillais, quand j'étais encore freelance, il m'arrivait de déléguer aussi à d'autres freelances, mais c'est des personnes qui sont comme moi, autonomes, qui ont déjà quand même un minimum d'expérience, etc. Là, dans l'équipe, il y a des juniors, il y a des moins juniors, etc. Donc, c'est faire en sorte que tout le monde travaille ensemble, fluidifier l'information, transmettre et aussi bien déléguer. Parce que, comme je disais tout à l'heure, tu ne reçois pas le kit du parfait entrepreneur, mais tu ne reçois pas non plus le kit du parfait manager. Donc, il y a des choses moi, je travaille sur ça, à me dire, il y a des choses qui, pour moi, peuvent me paraître évidentes, mais qui, pour l'équipe, ne le sont peut-être pas. Donc, c'est adapté aussi au travail en équipe. Ça vient un peu, si je devais imaginer, mettre un peu un grand coup de pied dans la fourmilière et tu repars de zéro, tu prends les bonnes bases. Et c'est justement pour ça que je t'ai sollicité. Parce que je m'étais dit, attends, là, je veux déléguer, mais il y a peut-être des erreurs que je fais.
j'y arrive pas, c'est dur de manager. Et je me suis dit, là, j'ai besoin d'aide là-dessus parce que c'est quelque chose, c'est pas inné, quoi. Donc le management, Mm. tu vois d'autres choses? Le management, la gestion de projet encore, ça me change pas trop parce que je reste dans la même typologie de client. J'ai pas fait de gros shifts là-dessus. Et après, tout ce qui est un petit peu l'administratif, c'est pas la même chose non plus. Donc, Ok. Moi, j'ai peut-être que je suis freelance déguisé, peut-être, à voir. Mais j'ai l'impression que dès qu'on bascule en mode agence, on est sur un objet, on est sur un temps long, on est sur un peu oui, plus de vision, de mission. oui. On est moins centré sur soi-même et on est un peu plus centré sur qu'est-ce qu'on veut réussir d'un point de vue collectif. Je me plante quand je dis ça Non, ou pas? non, parce que quand on est solo, j'ai envie de dire que la seule personne qu'on embarque, c'est soi-même. À partir du moment où on veut changer de cap et monter une agence, on veut fédérer une équipe et du coup, on embarque des personnes. Et embarquer des personnes, comme tu le dis, c'est aussi partager, au-delà de déléguer, c'est aussi et surtout partager une vision pour savoir si les personnes vont matcher sur un temps court ou sur un temps long. Et se dire, cette personne, je sais qu'elle sera là que pour un temps, cette personne, elle est peut-être là pour du long terme. Donc il y a aussi ça à prendre en compte, je trouve. Cool. Je discutais avec quelques personnes que tu connais très bien, Yann, Alex et d'autres, hein, on se pose régulièrement la question de est-ce qu'il faut communiquer? Oui, ouais, certes, mais combien? Alors combien en termes de volume? Grand débat ces temps-ci. Combien en termes d'argent? Quels sont les leviers à activer? Une vaste question. Mm. Donc, allez, prenons Time to Gemba. Ok. Moi, je trouve ça plutôt bien, parce que je connais plutôt bien. Oui. C'est moi. Donc, depuis quelques mois, vous m'accompagnez sur pas mal de leviers. Oui. Comment ça s'aborde, un sujet comme ça? Déjà, la première chose, c'est où est-ce que tu en es et où est-ce que tu veux aller. Alors, moi, j'ai envie de sensibiliser 100 000 personnes par jour. J'avoue que quand tu nous as dit ça la première fois, je me suis dit, ok, challenge. Parce que est-ce que c'est sensibiliser 100 000 personnes, mais avoir une audience ou une communauté? J'en sais rien. Parce que ça, c'est pas la même chose. Parce que c'est ça qui est rigolo, c'est qu'on pose des trucs, mais vu qu'on n'est pas spécialement formé, Oui. moi, je l'ai déjà dit souvent, hein, c'est une passion et aujourd'hui, à date, maintenant, c'est vraiment une conviction Oui, de défendre ce type de management, etc. Donc, le 100 000 me paraît inaccessible, donc je trouve ça bien. oui, Par contre, oui, dès que tu vas commencer à me poser la question de audience, communauté, etc., j'ai pas bégayé, mais je me suis dit, bon, etc. Donc, ouais, l'idée, c'est qu'on pose le challenge, oui. et après, qu'est-ce qu'on fait alors? Parce qu'en fait, il y a ce piège aussi que je vois sur les réseaux sociaux et c'est très tendance en ce moment, c'est faire des vues pour faire des vues. Par exemple, tu m'aurais dit faire 100 000 vues, facile. Facile, on a déjà fait plus que des vues, quoi, plus de... Oui, ça, rien qu'avec ta chaîne YouTube, en 3 mois, je t'ai fait faire plus de vues qu'auparavant. Donc faire des vues, facile. Maintenant, faire des vues pour aller convertir, est-ce que tu veux aller convertir pour remplir un événement, pour vendre un produit, un service, pour fédérer une audience pour ton événement que tu fais tous les ans en septembre? Et aussi, est-ce que pour toi, pourquoi 100 000 personnes? Pourquoi ça te tient tant à cœur? Qu'est-ce que tu as mis en place jusqu'à présent? Sur quoi tu es OK, vers quoi tu es OK d'aller? Est-ce que tu es OK de faire ci, de faire ça, de proposer des nouveaux formats, des nouvelles choses? Quand je t'ai parlé du podcast, sur le moment, je me souviens, tu étais un peu réticent parce que tu m'as dit, moi, je suis plutôt sur le terrain. Ah, pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que moi, d'être dans un studio, je comprends l'intérêt, je le fais, mais il faut assez rapidement aller sur le terrain et aller voir des vrais gens, des vrais produits, etc. Donc ça joue un rôle Ça joue un rôle, dans ça fait partie des canaux. l'écosystème, mais par contre, il faut surtout pas qu'il y ait que ça. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on fait une offre, on part du besoin client, mais on part aussi de son ADN. Ok, d'accord. Donc moi, grâce à ces échanges-là, je suis beaucoup plus clair maintenant sur... Hein, et donc oui, je veux sensibiliser 100 000 personnes. Sensibiliser, ça veut dire les éveiller, Mm. les toucher, donc ça peut être des vues, etc. Par contre, je veux avoir une communauté forte, Oui, engagée. oui, Et là, on a posé un score qui est 1000. oui. Donc là, ce qui est différent, ça veut dire que 1000, c'est-à-dire qu'on connaît les 1000 personnes, on discute avec eux régulièrement, et ça, c'est potentiellement plus une communauté. C'est ça que tu me disais. C'est ça. Parce que si c'est, par exemple, aller chercher 1000 abonnés, par exemple, sur YouTube, là, tu es à un peu moins de 900.
En 3 mois, je t'ai fait un peu... Oui, on a une newsletter, on a quasiment 2000 abonnés, etc. C'est ça, avec un très fort taux d'ouverture, etc. Mais est-ce que ces abonnés-là, ces personnes qui te suivent, que ça soit sur Instagram, LinkedIn, est-ce que c'est des personnes qui sont ici sur Montpellier? Est-ce que c'est des personnes à l'échelle nationale? Est-ce que c'est des personnes que tu veux rencontrer en vrai ou pas? Enfin, tout ça, ça fait partie des questions. Et la question ultime, c'est pourquoi tu fais tout ça? C'est quoi ta vision? Et là, on va pouvoir t'aider parce que sinon, on va tomber dans le piège de créer du contenu pour créer du contenu. Ok. Zéro intérêt. Donc ma vision, c'est de chaque entreprise s'est transformée en une sorte de centre d'entraînement où l'apprentissage est possible, pas uniquement l'exécution. Donc ça, c'est ma vision du monde. Et ma mission, c'est d'aider les gens à finalement à se développer dans la boîte. Donc Oui. Grâce à nos échanges, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus clair sur le 100 000, sur le 1000 et surtout sur le 100 qu'on a défini ensemble, Oui. qui est on veut documenter 100 entreprises apprenantes. Ou du moins, on veut donner la parole à 100 entreprises apprenantes. Oui. Une fois qu'on a posé ça, comment on définit le dispositif? Et c'est pour ça que je trouve ça drôle, parce que le toucan, ton symbole toucan, j'ai l'impression que ça vient de là. Oui. Parce que je vais être poli, mais c'est un merdier le truc. Est-ce qu'il faut aller sur TikTok, Instagram, Snap, machin? Ah ouais, c'est une belle jungle, le digital. Et le piège au début, c'est, par exemple, dans ton cas, je veux toucher 100 000 personnes, mais on se dit, bah allez, on va publier partout. Et au final, tu tombes dans le piège de je crée du bruit digital. Je m'éparpille, je fais pour faire. Alors au début, c'est bien, il faut tester les formats, ce qui marche pas. Mais la première chose à te demander, c'est elle est où ta cible prioritaire? On va pas te faire aller sur Twitter si tu n'as rien à y faire. On va pas te faire aller sur Twitch si tu n'as rien à y faire. Donc ta cible prioritaire, elle est où? Comment elle se comporte? Qu'est-ce qu'elle consomme? Dans le jargon, on parle de persona, de client idéal. Ça me fait toujours sourire quand on me dit, moi, mon client idéal, il a entre 30 et 40 ans, il joue au paddle. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Ce qui est important, c'est de savoir ton client idéal. Oui, à la limite, quel âge il a, mais comment il se comporte sur le web, quel type de contenu il consomme, qu'est-ce qui le convainc de passer à l'action. C'est ça qu'on veut savoir. Ça s'appelle du social listening aussi. Et c'est ça qui permet de faire la différence. Sinon, comme je dis, tu crées du volume, tu vas t'essouffler et tu vas dire ça sert à rien. Donc c'est vraiment, on part de ton besoin, ta vision, ta cible. Et en fonction, tu crées l'écosystème digital qui va bien. Quand j'accompagne des boîtes, Oui. un cadre d'analyse, c'est d'analyser les problèmes types de l'activité. Oui. Pour moi, dans ma vision du monde, on connaît plus ou moins les causes soit de mortalité ou les causes de friction de la boîte et qui peuvent l'amener dans le mur. Quels seraient, toi, tes problèmes types et quels, on va dire, exercices, gymnase, système d'apprentissage tu mets en face pour pouvoir te protéger? J'ai des exemples dans ma tête, mais est-ce que toi, tu as déjà des choses qui te viennent? La première chose, c'est pourquoi tu veux lancer ça. Généralement, il y a des clients qui sont complètement au clair parce qu'ils sont très au clair sur leur vision, leurs échelons au trimestre, etc. Et du coup, c'est d'une fluidité, c'est hyper facile. Et ils savent ce vers quoi ils veulent aller et ce vers quoi ils veulent pas du tout aller. Donc ça, déjà, ça permet de fixer un cadre. Il y en a d'autres qui vont te dire, je veux lancer une offre sur telle chose. Ok, mais pourquoi? Parce qu'on m'a dit que ça faisait bien, ça me permettrait de vendre autre chose que mon temps. Oui, mais est-ce que tu as une valeur à délivrer là-dessus? Je sais pas. Je réagis par rapport à ça parce que souvent je te challenge sur des mots parce qu'on peut mettre tellement de choses derrière, stratégie, marketing, communication. Là, l'offre, est-ce qu'on est plus sur du market? C'est-à-dire, est-ce que tu accompagnes des boîtes qui ont déjà une offre et ils veulent la faire découvrir ou pas du tout? Comment ça fonctionne? Nous, on accompagne des entreprises qui sont déjà lancées. Ok. Par exemple, l'entreprise qui se crée, qui veut un logo, on n'est pas fort là-dedans, ça sert à rien. Par contre, une entreprise qui a déjà une offre, qui veut la faire connaître au-delà des frontières, par exemple, ok. Une entreprise qui, justement, a une offre et qui s'est contentée du bouche à oreille et qui veut se faire connaître auprès d'une audience plus large, là, on va intervenir. Ok. Mais quelqu'un qui n'a pas d'offre, généralement, je lui dis, attention, tu n'es pas là pour sauver le monde. Qu'est-ce que tu apportes? Pourquoi? Comment? Et de là, on construit. Ok. Et comment tu fixes le budget finalement par rapport à un client? Est-ce que le client arrive, il a déjà une idée d'enveloppe ou parce que il y a d'autres boîtes que je connais où c'est plus orienté chiffre d'affaires ou EBIT. Oui.
Et j'ai l'impression que c'est plus simple. Si je prends mon cas, il y a vraiment eu des moments où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous, quoi. Et donc, je pense que dans ma façon de communiquer, et il n'y a pas un jugement avec toutes les personnes avec qui j'ai bossé, je reste responsable. Donc, je m'associe dans le processus. Mais de temps en temps, je me dis, bon, soit, pourquoi finalement je mets autant d'argent sur la table, ça me rapporte combien, etc. etc. Est-ce que ça, c'est pas un problème type que tu as dans ton activité? Alors moi, généralement, quand j'ai un prospect, du coup, qui vient me voir, je lui demande s'il a prévu une enveloppe là-dessus. Généralement, je me renseigne un petit peu. Je regarde le chiffre d'affaires qui a été fait et généralement, il y a un pourcentage de ce CA qui, normalement, revient au marketing. Et après, il y a des clients qui, comme toi, nous confient tout. D'autres qui vont nous confier, par exemple, que le SEO, d'autres que l'audiovisuel, etc. Donc, en fonction, on ajuste. J'ai aucun problème à mettre les pieds dans le plat et à poser la question, est-ce que tu as prévu un budget ? Parce qu'il y en a qui s'imaginent que ça va coûter râle et paquerette. Clairement, ce n'est pas notre cible. Et il y a ce besoin aussi de les, entre guillemets, les éduquer, leur faire comprendre que, mine de rien, un réel, c'est du taf. C'est pas quelque chose, je prends mon téléphone, Oui. Ça veut dire quoi, un réel? Un réel, c'est les vidéos format court, généralement d'une minute, qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et mine de rien, il y a un sacré boulot derrière et ça prend du temps. C'est pas juste je dégaine mon téléphone, je me filme dans la rue, je mets un sous-titre et c'est fini. Ok. Donc il y a tout ce travail en amont. Aussi, est-ce que la personne, elle sait sur quel canal elle veut communiquer et pourquoi, etc. Mais comment tu arrives à valider, par exemple, allez, je vais mettre 2000, 3000, 5000 euros sur la table. J'y attends quoi comme retour sur investissement et à combien? Comment on répond à ce type de questions? Parce que très honnêtement, j'accompagne plein d'entreprises et souvent je me dis, bon, c'est assez facile sur le commerce, mais en fonction de la taille de boîte, je me dis, bah là, c'est quand même le bon moment de commencer à mettre en avant les valeurs, de mettre en avant le dirigeant ou la dirigeante, à la fois pour renforcer les partenariats, à la fois pour pouvoir être visible et donc intéressant, surtout pour la marque employeur. Donc il y a des fois, je suis conscient qu'il faut communiquer, non pas pour avoir plus du ROI, mais je veux dire, c'est une sorte d'asset. Mais il y a aussi à un moment donné, ok, si je mets 100 sur la table, comment je valorise cet investissement? Comment je peux m'assurer que ça m'a ramené X clients? Par exemple, nous, on va demander à la personne, est-ce que tu as réfléchi à ta stratégie d'acquisition client? Oui, non, ok. Oui, attends, on peut mettre ça comme action, ça comme action, ça comme action. Par contre, je suis toujours vigilante à dire au client, nous, on n'est pas ton équipe commerciale. Nous, on te ramène de la visibilité, des réactions. Par exemple, si tu veux t'inscrire à un live ou à un webinaire, etc., on va te ramener des gens qui vont potentiellement s'inscrire sur ta liste, sur ta base mail, ou qui vont vouloir prendre un rendez-vous avec toi, etc. Mais si derrière, tu ne transformes pas, tu ne peux pas m'en tenir responsable. Ça serait quoi le ratio si on prend par exemple Time to Gemba, et on peut en parler tout à l'heure, où on va sortir une nouvelle offre, etc. Le ratio entre... faut mettre en avant Christophe, son histoire, son expérience, etc. faut mettre en avant Time to Gemba, et il faut générer aussi des opportunités où les gens s'intéressent aux offres, etc. Ça serait plus ou moins combien le ratio? Je sais qu'il n'y a pas de réponse parfaite, et tu vas dire ça dépend, mais une ordre de grandeur. Là, l'ordre de grandeur... Ou prenons par exemple Time to Gemba comme exemple. Notamment, spoil là, j'aime bien. Si tu veux. Par exemple, sur l'offre que tu vas sortir, en toute transparence, moi j'ai un peu de mal à te donner un ordre d'idée là-dessus, dans le sens où c'est quelque chose qu'on a créé entièrement de zéro. Il a fallu partir de ton branding, et Dieu sait que tu détestes te mettre en avant. Donc ça a été la première victoire. Maintenant, ça va, tu prends... Je ne vais pas dire que tu prends du plaisir à passer face caméra. Je ne vais pas dire que je prends du plaisir, ça c'est clair. Mais déjà, il a... Mais ça va. Oui. Il y a toujours un peu de kiff, parce que sinon je le ferais pas. Mais c'est pas le truc quand je me lève le matin en me disant « Ah, cool, je vais parler de moi. » quoi. Et c'est ça. Donc déjà, il y avait le premier échelon, c'était travailler ton image de marque, ton image personnelle. Donc personnel, l'entrepreneur ou l'entrepreneuse, et la marque Time to Gemba. Pour te différencier, que les gens se disent « Ok, je vais acheter à Christophe Arnaud et à Time to Gemba » parce que toi, en plus, tu es dans un secteur qui est hyper concurrentiel. Des coachs de dirigeants, etc., il y en a à foison. Donc, pourquoi on irait vers toi et pas vers quelqu'un d'autre? Donc, déjà, il a fallu qu'on te connaisse un peu plus, qu'on te mette toi en avant. D'accord. Humaniser ta marque. Donc, ça a été le premier step. Ensuite, par rapport à l'offre, qu'est-ce qui a été mis en place?
parce que tu avais différents canaux de communication qui étaient en route, mais en fait, il n'y avait pas le squelette au milieu. Donc, il a fallu créer ça aussi. Ensuite, l'offre que tu as faite, il a fallu la créer entièrement de zéro. Faire les tournages, les montages, ce qu'on appelle le funnel, les campagnes email, etc. C'est un travail qui est quand même assez colossal. Donc, j'ose espérer que ça marche plutôt bien. Mais c'est vrai qu'il y a toutes ces étapes-là, généralement, qui sont oubliées. Parce qu'on se dit, bah, c'est bon, je vais lancer telle offre et ça va générer X ventes. Oui, mais pour générer X ventes, il faut mettre le bon terrain. Et donc, si je reviens sur un des thèmes de l'épisode qui est freelance agence, est-ce qu'en free, tu aurais été capable de faire ça? Pas aussi vite. Pas aussi vite. Ok. C'est le principe de l'agence parce que j'ai plein de cœurs de métier, parce que j'ai une équipe pluridisciplinaire, etc. Donc, Exactement. je peux le faire. Ok, Oui. d'accord. Et sur la partie Sophie, est-ce que tu serais capable de dire la Sophie de 10 ans et la Sophie dans 10 ans, qu'est-ce que tu as appris qui fait qu'aujourd'hui tu es une personne différente et qu'est-ce que tu dois apprendre dans les prochaines années pour pouvoir faire grandir ton entreprise et te rapprocher de ta vision, quoi. Wow, c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris à me faire beaucoup plus confiance. À pas, je sais que je suis un peu, je suis la petite agence en termes de taille, etc. Et je suis l'outsider. Et j'aime beaucoup jouer avec ça parce que du coup, je crée un petit peu la surprise. Je suis celle qu'on n'attend pas forcément. Et on a des compétences, on a une expertise. Et j'aime beaucoup jouer sur le côté, je suis celle que tu n'attends pas, mais qui délivre et qui délivre bien et rapidement. Donc ça, j'aime bien jouer là-dessus. Et si je m'étais pas fait confiance et si j'avais écouté tout le monde autour de moi, Isanka ne serait jamais là. Je serais restée freelance. Donc déjà, la première leçon, c'est continue de t'écouter. Maintenant, pour aller vers ma vision, ça serait continue d'apprendre à manager. Ça serait plus ça. Ok. Et en termes de management, si on double-clique, c'est quoi tes sujets du moment? Sujets, problèmes ou enjeux? Parce qu'on s'est rencontrés il y a combien de temps? Et un peu, c'était l'été dernier. Hein. L'été dernier. Mes sujets, c'est d'accepter qu'il y a des personnes qui sont peut-être pas faites pour rester tout le temps dans l'entreprise. C'est des personnes qui conviennent bien à différentes étapes de la boîte et c'est OK. Qu'il y a des personnes qui n'ont pas toujours les mêmes ambitions les unes par rapport aux autres et c'est OK. Et ensuite, c'est de faire travailler ensemble tout ce petit monde sans que moi je sois au milieu. Et comment on construit ça? C'est dur. La vache, c'est dur. C'est mon Parce sujet. que je pense que celles et ceux qui nous écoutent sont intéressés de savoir. Vous basculez en mode agence, la boîte grossit, de plus en plus de clients, de plus en plus de personnes. Moi je trouve personnellement que tu bosses pas beaucoup, Sophie. Tu fais peu d'heures. Donc je pense que tu pourrais quand même faire un peu mieux. Tu pourrais quand même bosser quand même de 3 heures à 7 heures quand même, parce que là tu dors. Ouais, c'est ça. Je trouve ça Je suis vraiment un pour peu une feignante. entrepreneuse, mais c'est le principe de l'entrepreneuriat. Je pense que quand tu te lances, c'est ça. Oui. Peut-être qu'il y a un autre modèle, mais je serais curieux de le savoir, de le connaître, parce qu'au début, quand tu lances un business, tu fais tout. Oui. Donc les personnes arrivent, on doit construire un système pour Oui. pouvoir les former, les sécuriser et les rendre autonomes. Responsable, c'est toute l'astuce du lean management. Comment on s'y prend au début? On fait des erreurs. Donc plus précisément. Tout simplement. Moi, je sais qu'il y a des choses que j'ai documentées, mais pas assez. Okay. Et parce que je me disais, OK, si je te donne ce document de référence, ça va être suffisant. Parce que dans ma logique, c'est suffisant. Sauf qu'il y a des personnes qui sont peut-être plus juniors que moi et qui ont besoin d'être un peu plus accompagnées. Donc, je reconnais que j'ai peut-être pas toujours donné assez l'info. Ok, donc beaucoup plus sur la partie orale, ça vaut le coup qu'il y ait un support. Ou le support, l'enrichir. L'enrichir. Donc après, c'est vrai qu'on en a souvent parlé, la différence entre un process, voilà exactement ce qu'il faut faire et merci de le faire précisément comme je l'ai écrit, versus oui. Voilà le standard ou voilà l'orientation et je te sécurise, mais si tu as une meilleure idée pour le faire, tu peux le faire. Et moi, je suis clairement là-dedans. Je fais le parallèle souvent avec la recette d'un gâteau. Je te donne la recette, mais si tu veux lui donner telle forme, ça me va, etc. Du moment que tu as respecté les grandes lignes. Et moi, là où ça a été difficile d'en documenter tout ça, c'est que je suis une allergique à tout ce qui est documentation, etc. Pour moi, je trouve ça barbant, en fait. Et je trouve que c'est, tiens, je t'impose ça. Donc déjà, moi, il a fallu que j'aille déconstruire cette idée-là pour
pour me dire, Sophie, là, tu as besoin de documenter plus pour encore plus accompagner tes collaborateurs, parce que sinon, tu tombes dans le piège, enfin, je suis tombée dans le piège du je réponds à toutes les questions et je les laisse pas assez chercher par eux-mêmes. Ok. Qui gère le planning chez vous? Pour l'instant, c'est moi, mais je remarque ces dernières semaines qu'il y a des petits changements. Je pense notamment à Chérine, qui, quand elle est arrivée il y a quelques mois, m'a dit « Moi, Sophie, j'ai besoin d'être accompagnée parce que sur l'organisation, c'est mon point faible. » Maintenant, je la vois d'elle-même. On a un grand tableau avec toute l'année et tous les mois. Et d'elle-même, tac, 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 elle met les dates pour anticiper. Et je vois qu'elle observe ce tableau pour mieux s'organiser, pour anticiper entre tournage et montage, par exemple. Donc ça, c'est un deuxième sujet sur lequel tu es en train de bosser. Ouais. Ok, donc, et en ligne, on appelle ça comment? Non, mais c'est vrai que ce sujet-là, c'est hyper important parce que je me suis rendu compte que je restais trop au centre de tout et que si je m'absentais 2-3 jours, ça, enfin, je grossis le trait, mais ça s'écroule. Et je leur ai dit ce matin, je leur ai dit, vous allez de plus en plus m'entendre dire aujourd'hui, je suis pas là parce que je vais observer pour voir, moi, les trous dans la raquette, etc. Vous voyez pas, mais il y a du monde derrière. Mais oui, aujourd'hui, elle n'est pas là. Ouais. Aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est récréation. Aujourd'hui, c'est récréation. C'est Quoi. Elle ça. passe dans un podcast, ça y est, c'est récréation. Quoi, donc. Non, mais j'essaie de justement sortir de ce rôle où je me rends indispensable et je réponds trop vite à toutes les questions. Ok, donc on passe de freelance où on fait tout à, on va dire, chef d'entreprise, agence, et on essaie de construire un système, on documente, attention à la façon de documenter, on a des plannings où on a un moyen de voir la charge capacité pour se rendre moins indispensable sur certains sujets. C'est ça. Moins indispensable sur certains sujets. Tu vois d'autres choses? Ça et le plan de lissage. Le plan de lissage? Ouais. C'est que moi, je vois de suite ce qu'il faut anticiper. Par exemple, Christophe, il a un podcast, on le sort à telle date dans le mois, donc il faut anticiper le montage, la vignette, les posts pour en faire la promotion, etc. Je reconnais que ça, jusqu'à présent, j'avais un peu trop, mais ça, c'est mes 10 années de freelancing aussi, où je suis autonome, etc., et je le vois en un coup d'œil. J'avais un peu trop tendance à dire, là, il faut que tu fasses la vignette, là, il faut que tu fasses ci, là, maintenant, je suis en train de sortir de ça, de travailler ce fameux plan de lissage, où en plus, tu as de plus en plus de demandes, etc., et c'est indispensable parce que sinon, pour éviter que, les personnes attendent que tu leur dises, aujourd'hui, tu dois faire ça, et qu'ils soient beaucoup plus autonomes et qu'ils anticipent encore plus par eux-mêmes. Donc ça, c'est le sujet aussi du moment. Ok. Si je reviens un peu en arrière, Oui. On se rend compte il y a quasiment un an, Oui. si j'ai bien compris. Très très belle rencontre. Je me rappelle que tu m'as dit le deuxième jour, quand c'est eu, tu t'attendais pas à cette rencontre-là. Non. Moi qui écris des trucs au mur. Oui, je voyais plein de bonhommes écrits au tableau. Je me disais, c'est qui ça. ce mec qui sort d'où, lui? Je t'ai demandé de lire un bouquin qui s'appelle Learning to Scale. Oui. Je suis obligé, hein, je ne peux pas faire autrement que de proposer aux gens de s'intéresser à All-in. Tes premiers pas sur cette approche-là, en toute transparence, vas-y. Ça va te faire marrer. J'ai ouvert ce bouquin et même toi, quand je t'écoutais, tu nous sors parfois des termes en japonais. Et je me suis dit, mais moi, j'ai jamais fait LV2 japonais. Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Avec tous les schémas et tout ça. J'ai hyperventilé en silence en me disant, mais il y a beaucoup trop d'infos. Comment je vais m'en sortir? Puis en fait, j'ai pris un peu de recul et je me suis dit, on va démarrer petit. On va démarrer par des choses faciles, accessibles. Et puis de toute façon, il y a Christophe qui est pas loin qui va orienter un petit peu. Donc j'ai préféré prendre un sujet à la fois plutôt que tout démarrer en même temps. Donc c'est comme ça que je l'ai pris et de temps en temps, je pioche dans le livre et je me dis, il y a forcément une idée. Mais moi, ce qui m'a vraiment le plus aidé, c'est de venir sur le Gemba avec toi dans une autre entreprise. Et là, ça m'a débloqué parce que je me souviens, c'était le mur client. Tu me parlais du mur client et je me disais, mais c'est quoi un mur client? Comment on fait un mur client? En grande amoureuse de Google et compagnie, me voilà à faire mes recherches. Et là, je vois tout et son contraire, je vois plein d'exemples, etc. Ça a fini de me noyer. Et tu m'as dit, viens avec moi. On est allé voir une entreprise et je les ai vus créer leur mur client. On peut les citer, il n'y a pas de souci. C'était le FC Versailles, c'était en janvier. Et je me suis dit, mais ça, c'est trop bien. Ça y est, je vais voir ce que c'est un mur client et je vais pouvoir l'adapter. Et le lendemain, j'avais commencé mon mur client. Et ça m'a aidé, ça m'a fait accélérer dans mon apprentissage et ma pratique du Lean. Donc ce que tu dis, c'est que
les 70-80 ans d'histoire de Toyota, parce que le lean vient de Toyota, et une boîte japonaise avec son jargon peut être un frein? Pas forcément un frein. Parce que ce livre, je l'ai chez moi, je l'ai aussi au bureau et je pioche dedans. Donc moi, ça m'a quand même bien aidé, ça permet de mettre le pied à l'étrier. Ce qui m'a aidé aussi, c'est que tu viens tourner ici régulièrement, on entend souvent parler du lean, on entend souvent parler de choses qu'on peut mettre en place à différentes étapes. Forcément, ça aide en plus du coaching. Mais moi, je suis quelqu'un de visuel et j'ai besoin d'avoir un exemple. Je ne dis pas qu'on le fasse à ma place, mais d'avoir cet exemple au FC Versailles du mur client, j'ai vu ce que c'était une OBEA, des choses comme ça, moi, de suite, je me suis dit, OK, c'est ça, et je peux prendre cette méthode et l'adapter chez moi. C'est ça qui m'a fait accélérer, en plus de ton coaching et du bouquin. Ok, d'accord. Et donc, c'est grâce à toi et d'autres personnes, parce que j'ai l'impression que c'est un message que j'ai souvent, avec le plan de lissage. Parce que souvent, je dis, arrêtez vos conneries, un plan de lissage, c'est simple. Hein, c'est d'un côté, vous mettez votre capacité, de l'autre côté, vous mettez ce que vous avez à faire, et tous les jours, regardez si ça passe pas. Moi, je trouve ça simple, mais force de Parce constater. que tu as l'habitude. Voilà. Mur client, je dis arrêtez de m'emmerder. Vous mettez qui sont vos clients, leurs préférences, ils sont sensibles à quoi. Et surtout, l'idée, c'est qu'ils changent d'avis régulièrement. Alors, pas qu'ils changent d'avis parce qu'ils sont fous. C'est juste que dès qu'on va mettre, par exemple, notre produit sur le marché, on va le tester. J'espère que ça va marcher, mais il se peut qu'il y ait des trucs à la con qu'on a mis à l'intérieur qui ne marchent pas. C'est pour ça qu'on fait un mur client pour en permanence s'adapter et faire évoluer. Mais c'est vrai que si tu l'as jamais fait au moins une fois, 3 fois, 10 fois, tu sais pas comment le faire. Et donc c'est pour ça qu'on a créé la phase cachée, Time to Gemba. Et tu es une des premières utilisatrices, si j'ai bien compris. Ouais, parce que je reprends ton exemple. Sophie, il faut que tu fasses un plan de lissage. Un quoi? Sophie, il faut que tu fasses un mur client. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je comprends rien. Et tu te sens ridicule parce que tu te dis, mais ça a l'air tellement évident, mais je vois pas ce que c'est. Donc, comme m'avait très bien dit Fabien du FC Versailles, il m'avait dit, on est là avec le crayon au bout des doigts et on ne sait pas par où l'attaquer. Pour toi, c'est évident, comme moi, parfois je te parle avec mon jargon de marketcom et tu me regardes, tu me dis, là, j'ai rien compris. Mais là, c'était la même situation. Et quand tu m'as dit, tiens, je pense à quelque chose, la face cachée, on va prendre des outils. Alors, je me suis dit, allez, banco, quand est-ce qu'on démarre? Et là, en faisant les différents cas, les analyses, etc., moi, ça me fait encore plus accélérer. Et il y a des choses, je me dis, tiens, est-ce que ça, on va l'aborder? Est-ce que ça, on va pas l'aborder? C'est quoi la suite? Parce que je trouve que ça fait accélérer sans pour autant que tu fasses à notre place. Ça rend les choses encore plus concrètes et c'est trop bien de pouvoir piocher une méthode, une solution d'une entreprise réelle parce que souvent, quand tu achètes des formations, des livres, des webinaires, etc., ça reste plutôt abstrait. Tandis que là, tu passes à l'action tout de suite. On va pas faire la promo 100% de la face cachée dans cet épisode-là. On mettra dans la description un lien, etc. Mais si on reprend un peu de hauteur, le lean, c'est mettre de l'apprentissage dans sa boîte et ça vaut le coup. Et c'est pour ça qu'on fait ça. On fait des Gemba croisés dans d'autres entreprises. Si je veux apprendre, il faut que j'ai généralement une personne qui soit plus évoluée que moi. Oui. Si je veux apprendre, il faut que je discute avec des gens du même niveau que moi. Et si je veux apprendre, il faut que j'enseigne et il faut que j'ai des personnes en dessous de moi. Et donc, c'est pour ça que ça vaut le coup régulièrement de voir d'autres Gemba et donc de se balader, etc. etc. J'ai encore 2 sujets que je voulais aborder avec toi. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une possibilité où le monde du travail se transforme et il y a de plus en plus de freelance. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec moi? J'ai l'impression que les grosses boîtes, etc., ça donne de moins en moins envie et qu'on est de plus en plus tendance à aller dans des petites boîtes où même que les gens se disent entreprendre c'est possible, être solopreneur c'est possible, je me lance. Est-ce que tu vois la même chose que moi ou non, c'est moi qui me tape un délire? Non, tu as raison. Mais il y a quand même encore, je le vois là parce que parmi les stagiaires, etc., qui viennent chez moi, je questionne, je leur dis, tiens, pour toi, ça serait quoi réussir ta vie? Il y en a qui sont hyper ambitieux et d'autres, ça leur va très bien d'avoir la sécurité du salariat, etc., d'être challengé, bien sûr.
Et le freelancing, par exemple, ne les tente pas du tout. Ah ouais, ok. Et il y en a d'autres qui voient le freelancing comme un Eldorado, comme c'est bon, c'est la liberté, je vais faire ce que je veux quand je veux. Je reconnais que ça me fait sourire. À ton sourire, j'ai l'impression que tu es en train de visualiser des publications sur Oui, TikTok oui, ou Instagram. parce qu'ils imaginent la vie d'Aloca à Bali, à boire des coconuts à Pada. Ouais, pour pouvoir te permettre ça, il va falloir que tu aies des clients, parce que sinon, tu vas vite galérer, tu vas vite remettre ta vie en question. Le freelancing, c'est pas que la liberté. C'est la liberté de choisir tes horaires et ton organisation, mais au début, surtout, tu choisis pas forcément tes clients. Et quelque chose qu'il faut pas oublier, que tu sois en agence ou en freelance, avoir un client, c'est entre guillemets facile, mais le perdre, ça l'est tout autant. Donc, voir le freelancing comme la liberté absolue, warning, parce que pas toujours. Moi, j'ai tendance à dire que c'est nos clients qui nous payent. Oui. Et donc qui nous recrutent et qui nous licencient. Exactement. Donc même si je suis freelance ou peu importe, ça reste, j'aurais toujours, alors, je vais pas dire un patron, parce que la relation est différente, mais... Et ne jamais oublier que, surtout dans les métiers market-com, la concurrence, elle est terrible. J'aime bien donner l'image de dire j'ai des concurrents tous les 100 mètres. C'est pas parce qu'une collab se passe bien qu'elle est acquise. Donc j'aime bien, moi, je pousse toujours les équipes à faire un peu d'over-delivery, aller chercher ce petit détail en plus, sans sur-délivrer bien sûr, mais ce petit truc en plus qui fait que, et ça passe aussi par la relation client. Donc, mais ce que tu viens de dire, c'est très... ce que dit Toyota, c'est un client un jour, client toujours. Et donc, régulièrement, surtout quand ça se passe bien, mais régulièrement, on s'intéresse à nos clients et on essaie de comprendre qu'est-ce que j'ai imposé à mon client et qui lui fout la grouille. Oui. Donc, qu'est-ce que j'ai dans mon produit finalement qui va lui satisfaire? Qu'est-ce que j'ai dans le produit qui l'emmerde? Moi, je sais que quand je vais sur le terrain, chez mes collaboratrices et mes collaborateurs, c'est avec qui je bosse, je sais qu'à la fois je crée de la valeur et à chaque fois je crée de la grouille, du gaspillage. Non, mais c'est vrai, je suis conscient. Donc, chaque année, moi j'ai décidé de le faire chaque année, mais après, peut-être que d'autres le font plus régulièrement. Je me posais la question de qu'est-ce que je dois enlever dans mes produits, qu'est-ce que je dois ajouter, etc. Et j'ai régulièrement entendu Christophe, je ne sais pas par où démarrer. D'où les podcasts, les vidéos, d'où le gros travail de Régis sur Learning to Scale pour essayer de simplifier, etc. D'où la face cachée qu'on est en train de mettre en place, etc. Mais c'est hyper intéressant d'avoir cette approche-là, cette extra mile. Si on revient sur la partie lean, il y a un autre bouquin qui a été écrit par des auteurs que j'adore. Ça s'appelle La stratégie lean. L'idée, c'est de voir le lean comme une stratégie où la boîte s'adapte en permanence à son marché, ses clients, ses usages, fait preuve d'adaptabilité, sans utiliser le mot résilience, qui était un super mot, mais à force de l'utiliser, voilà. Mais c'est ça, on a aujourd'hui pour moi une révolution qui est là, qui s'appelle l'IA, il n'y a pas de débat, elle est là. Clairement. Et donc si on fait du lean, on doit s'adapter à la fois côté client, s'adapter côté techno, s'adapter côté collaboratrice, collaborateur. Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place chez Isanka sur ce sujet-là? Vu qu'on fait du lean, il faut qu'on l'aborde, quoi. Alors déjà, moi, j'ai mon petit côté geek qui prend le dessus et j'adore tester des nouveaux outils, des nouvelles méthodes, etc. Donc l'IA, je me suis dit, oula, là, il y a une révolution qui arrive. L'IA, moi, ça fait 3 ans maintenant que je l'utilise. Pour certains clients, on a fait du contenu, des visuels full IA et à croire que c'est une photo. Donc je me suis dit, il va y avoir une révolution dans le secteur com. Il y a des métiers, si les personnes ne prennent pas cette opportunité-là, ils vont mourir. Je pense aux photographes, je pense aux graphistes, les rédacteurs, les traducteurs, tous ces métiers-là, si on ne prend pas le rebond, ça ne sert à rien de continuer. Donc moi, petit à petit, j'éduque les équipes sur le fait d'utiliser l'IA. Le bon usage de l'IA, c'est pas on prend les données et boum, on balance. Non, ça, c'est no-go direct. Donc, et par contre, et là, on va mettre en place des sessions de création de contenu en IA pour aller chercher du prompt, améliorer son prompt. Ah tiens, tel outil, il est plus performant pour ça, celui-là, il est plus performant pour ça. Et moi, pour l'idée, c'est qu'on serve d'expert. L'IA, c'est bien, mais c'est un outil.
je veux surtout pas qu'on tombe dans le piège de la facilité. Si Claude a dit ça, alors c'est une vérité absolue. Non, ça c'est bidon. Ou vendredi, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit, moi je vais faire tout mon SEO avec Claude. Donc je me suis assise à côté de lui et je lui ai dit, montre-moi ce que tu fais comme SEO avec Claude. Et Claude lui suggérait plein de mots-clés. Je lui ai dit, demande-lui de te prouver les mots-clés qui ont été cités par l'IA. Il y avait Claude et il y avait ChatGPT, on en a testé plusieurs, mais en fait, les 3/4 des mots-clés, c'était des hallucinations. Donc, pour revenir à Isanka... Pour celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que hallucination, peut-être qu'ils ne savent pas trop ce que ça Par veut dire. exemple, si tu crées un article avec ChatGPT, Claude ou autre, et qu'il te donne une source qui te dit X pourcentage de personnes utilisent l'IA pour créer du contenu, source-moi cette information. Une hallucination, c'est quand l'IA va te dire en fait, j'ai inventé cette information. Ou ça te donne un lien, mais vers un article, une source qui n'existe pas. Ça, c'est une hallucination. Donc, faire attention à l'usage de l'IA, ne pas tomber dans le piège de c'est l'IA qui est une vérité absolue. Non, l'IA, c'est une intelligence qui est dite artificielle. Par chance, on est tous dotés plus ou moins bien d'une intelligence organique. C'est bien de s'en servir et que ça soit elle qui prenne le dessus sur l'IA. Donc, l'idée, c'est de savoir prompter, c'est de savoir tirer le meilleur parti de l'IA pour pouvoir délivrer plus vite et que nous, on se positionne en expert métier et on tamponne ce que va délivrer l'IA. Donc, moi, là, j'ai créé la Content Factory. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que les boîtes qui pratiquent le lean et dont j'ai la chance d'accompagner ont eux aussi leur lot de problèmes et d'avantages avec l'IA, mais la plupart du temps, ils ont posé leurs standards. Standards, c'est-à-dire qu'ils ont capturé leur savoir. Oui. On va simplifier ça comme ça. Savoir de ce que je sais pas, les limites, les points de repère, etc. Et ce qui permet de réfléchir à qu'est-ce que je laisse à la machine. J'invente strictement rien quand je dis ça, c'est vraiment le lean, le TPS, et là je vais utiliser un terme qui s'appelle le Jidoka, terme japonais, mais qui est à un moment donné, je veux automatiser des choses, mais avec une touche humaine. C'est-à-dire la sagesse de l'être humain, je la comprends et je la donne à la machine pour que la machine fasse des choses, mais surtout elle s'arrête lorsqu'elle a un doute ou elle est en erreur pour éviter de faire des dégâts. Exactement. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est comment, je crée cet espace pour que les gens apprennent. Donc, apprennent leur métier et à utiliser l'IA. Oui. Et comment je mets les garde-fous, hallucinations, etc., pour pouvoir faire en sorte que ça vient soutenir la personne et pas l'empêcher de faire correctement son travail. Le truc que je vois aussi, et on en a souvent parlé, c'est que moi, ça y est, j'ai l'impression de savoir de faire des super newsletters. Donc, bien sûr que maintenant, ça fait 3-4 ans, 5 ans que j'écris de plus en plus sur LinkedIn. Mais cette sensation que l'IA te donne, c'est dingue. J'ai l'impression d'être comptable, j'ai l'impression d'être avocat, j'ai l'impression d'être ce que je veux. Et oui, ça m'aide énormément. Mais par contre, je n'ai pas ce savoir profond. Et donc, il y a des trucs sur lesquels... Et vu en plus, l'IA écrit tellement bien, de manière assertive, que tu as vraiment l'impression que ce qu'elle te raconte, c'est vrai. Mais oui. Et donc, c'est là où c'est le piège. Donc, moi, je trouve que c'est extrêmement puissant pour les gens qui ont une forte expertise. Et attention au danger pour celles et ceux qui n'ont pas l'expertise, parce qu'on a l'impression de savoir, mais sur le truc de surface, oui, mais le truc en profondeur, beaucoup, beaucoup moins, quoi. Et c'est là que la formation continue fait toute la différence. Et c'est pour ça... Et alors, comment tu le gères? Parce qu'on en a souvent parlé, et pourtant, moi, je te donne tout. Et je sais que tu produis beaucoup plus de contenu, beaucoup plus vite avec l'IA. Mais le truc qui est hyper intéressant, c'est que tu m'apportes encore plus de valeur. Et ça, tes clients, ils l'abordent sous cet angle-là, ou comment c'est perçu ça vis-à-vis de tes clients? Que je délivre avec de l'IA? Ouais. Eux, ils me disent, tant qu'on ne voit pas que c'est fait avec de l'IA, et tant qu'il y a ton expertise et que derrière... Par exemple, j'ai un client, c'est un cabinet qui me sous-traite de l'éditorial en multilingue pour un client final. Ils m'ont dit, on s'en fout que tu utilises de l'IA ou pas. Nous, on te demande de livrer tant d'articles en tant de langues et il faut que ça ait un impact sur le SEO. Par contre, moi, je vois quand c'est rédigé à l'IA, etc., le résultat, il est pourri, il est creux et je supporte pas ça. Et du coup, il voit bien que j'ai 15 ans je sais copywriter. Moi, tu me donnes un tableau blanc, tu me donnes une feuille blanche.
une landing page, un article, etc. Moi, les IA, tu peux les débrancher demain, je sais le faire. C'est ce qui me permet justement de toujours mieux piloter les IA. Et ce qui fait la différence aussi, c'est que je prends du temps et je questionne mes clients. Je les écoute énormément. Parce que toi, tu vas parler de tel sujet avec tel type avec tel terme, telle chose, Donc, etc. on remonte sur de la stratégie, de l'accompagnement, de l'expertise, etc. Ou Encore même plus. aller attraper tes tics de langage, ce que tu dis, ce que J'en tu ai dis pas du pas. tout. Je n'ai pas Non, de tic de langage. jamais, aucun. Jamais. Ton non-verbal aussi, comment tu vas réagir J'en ai si... pas du tout. Pas de non-verbal. Je bouge pas avec. J'utilise pas les mains pour parler. Non, jamais. Jamais. Donc, Chérine, elle se régale pour monter tes vidéos parce que tu ne bouges pas du quand je tout, reste par exemple. debout, c'est la guerre, mais c'est oui. voilà. Mais c'est parce qu'il faut m'amener à l'extérieur. Vous me laissez sur une chaise là. C'est quoi cette histoire? Donc il faut vite qu'on aille faire des gambas. Mais oui, on va y aller. Mais du coup, voilà, c'est ça, c'est comment tu sors du lot, c'est comment tu accompagnes ton client au final. Et aller tester avec les IA, tiens, si je prompte ça, ça fait ça. Ou aussi se rendre compte que si tu donnes le même prompt à une IA le matin ou l'après-midi, tu n'auras peut-être pas le même résultat. Et encore pire si tu mélanges les IA. Donc c'est toujours aller se challenger, aller se former. Et pour les métiers créatifs, par exemple les rédacteurs, les copywriters, etc., ne jamais s'arrêter de lire. Parce que c'est un vivier... la meilleure source de copywriting pour moi, c'est la BD. Parce que tu as un tout petit espace pour transmettre une émotion, pour transmettre un truc. Et je trouve que c'est le meilleur exemple de copywriting. Merci infiniment. Merci je à te toi. propose plusieurs choses. Je pense que ça vaut le coup de rédiger une ou quelques newsletters sur Time to Gamba sur cette appréhension de l'IA sur les métiers créatifs. L'importance d'identifier, je connais mon métier, je ne le connais pas et j'utilise l'IA pour quelque chose que je maîtrise déjà ou pas. Oui. L'importance de savoir à partir de comment je mets des garde-fous, et là vraiment c'est du lean ce qu'on est en train de dire, à partir de quel moment la machine va s'arrêter lorsqu'elle a un doute, et il y a des techniques dans l'IA pour pouvoir lui demander d'expliquer son raisonnement, de le faire pas à pas. Depuis que je fais ça, ça a changé ma vie dans la façon d'utiliser l'IA parce que je suis beaucoup plus précis, elle s'arrête et je pars pas dans des vortex à la con. Je pense que ça vaut le coup. Donc on peut s'engager on reviendra vers vous sur quelques newsletters sur ce sujet-là. Tu as dit un truc et donc c'est de suite mon pont. Si tu avais un livre à conseiller, le lean, je sais que tu en lis un peu, mais vas-y, lâche-toi. Un bouquin hyper intéressant, lean ou pas, à conseiller. Donc moi, le livre, ça serait le Mythe de l'entrepreneur. C'est vraiment pour les petites boîtes qui veulent grossir, adopter les bons réflexes, etc. C'est pas forcément du lean, mais le parallèle pourrait être intéressant. Je t'en dis pas plus, tu iras le lire. Je te le prêterai même. C'est vrai? Ouais, tu verras, tu feras pas attention à tous les post-it sur toutes les pages, mais... On le mettra dans la description. Dernier point. Je vais sur le Gamba régulièrement à la rencontre d'entreprises. Donc, on doit aller faire un aéroport, gérer la gestion des bagages. C'est vrai. On doit aller voir comment ça se passe dans un restaurant étoilé. Oui. On doit aller voir, même si je le fais régulièrement, comment ça se passe dans le monde de l'auto, etc., etc. Où est-ce que tu aimerais amener la caméra et faire un Gamba? Dans quel type de secteur? Moi, ça serait... il y a 2 secteurs qui m'intéressent. Il y a les hôpitaux, les urgences, pour démystifier un peu tout ça. Et il y a l'immobilier. Je passe du croquis de je voudrais ma maison ou mes locaux pro, enfin peu importe, à tiens, voilà la clé, t'es chez toi. Dis donc, ok, parfait. Donc si vous êtes dans l'immobilier ou vous avez des relations dans les hôpitaux cliniques, n'hésitez pas, contactez-nous. On viendra faire un Gamba chez vous. Merci infiniment, Sophie. J'ai pris beaucoup de plaisir à être chez toi, dans tes locaux. J'espère que tu as pris du plaisir à être dans mon podcast à moi. Ça me fait très bizarre d'être dans ton podcast, chez moi, et devant la caméra. Et j'attends ton invitation dans ton podcast à toi. Ça va arriver très vite. Toujours chez toi, parce que voilà. Ok. Merci beaucoup et merci à tous. À très très vite. Merci.